Hey, bonjour pour cette vidéo. Donc, effectivement, vous avez des conditions de l'application de la responsabilité. Donc, la responsabilité de plein droit, 1245-10, alinéa premier. Il s'agit du cas où la victime donc n'a pas approuvé la faute du producteur. Elle doit en revanche démontrer le défaut de sécurité. Donc, le défaut de sécurité, ça veut dire qu'il y a une défaillance technique et qu'il y a eu du coup un problème qui résultait de ces défaillances techniques et le produit a été altéré et la victime a eu un dommage. Voilà, donc cette notion de défaut de sécurité, elle n'est pas très difficile à comprendre, hein. Il suffit de se référer à l'article 1245-3 du Code civil qui justement donne cette définition de produit défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Alors, je crois qu'il y a une partie aussi sur la notice d'utilisation, c'est la notice qu'on trouve dans des boîtes, etc. C'est comme quand vous avez derrière un produit, la liste des ingrédients, la provenance. C'est un petit peu la même conception des choses. Et du coup, effectivement, l'alinéa 2 de l'article 1245-3 prévoit notamment cette notion de mise en garde. La mise en garde qui va également pour les produits de santé avec les effets secondaires ou voilà, donc les effets secondaires et le bilan entre le risque encouru et les bénéfices. Une fois qu'on a posé un petit peu ce cadre, il faut ensuite prendre en considération donc le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Et cette fois-ci, c'est l'article 1245-8 qui fait peser la charge de la preuve de ces trois éléments sur la victime. Donc, au-delà du défaut de sécurité notamment évoqué du produit, il faut prouver l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Donc ça, c'est ce qu'on voit classiquement en deuxième année, hein, c'est pas non plus... Voilà, et la charge probatoire de la preuve, donc pour la victime, n'est donc pas alléguée, voilà, bon, c'est du droit commun. Et notamment, il ne suffit pas à la victime de prouver que son dommage a été causé par le produit. Elle doit aussi prouver que le producteur a eu un comportement anormal et que de cette anormalité, il y a une défectuosité et que le dommage est bien imputable à cette défectuosité. Les présomptions de fait, ça veut dire en fait que notamment la Cour de cassation s'est dit elle va les faciliter, ces présomptions de fait, en disant que la charge probatoire de la victime et les présomptions de fait vont permettre, dans certaines affaires, de prouver à la fois le lien de causalité et le défaut de sécurité du produit en question. Et donc, ça m'amène à rapidement vous parler du coup du caractère défectueux. Il y a des arrêts de la CJUE que j'ai mis dans les fiches qui sont disponibles en story. Et donc, du coup, concernant la mise en circulation du produit, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur les présomptions de fait notamment, le producteur, donc, lui, n'est responsable du défaut de sécurité du produit que si ce dernier a été mis en circulation. Alors là, ça veut dire beaucoup dans cette phrase. Et l'article 1245-4 définit la mise en circulation comme un dessaisissement volontaire du produit par le producteur. Voilà, il n'est pas forcément nécessaire que le produit sorte des locaux du producteur pour qu'il ait été mis en circulation. Et ce qui a, voilà, la CJUE a rendu un arrêt
à ce titre. Et dans le cadre d'une prestation de service, vous avez eu notamment des produits qui étaient commercialisés avec des lots. Donc parfois il y a des lots, on a un produit avec 10 lots. On peut se dire que supposons que la moitié n'est pas défectueuse, contaminée, ou alors elle n'a pas de problème en particulier, elle sera mise en circulation. Non, pas forcément. On peut ramener même les lots qui sont dits sains, des lots qui n'ont pas été altérés. Et donc, la mise en circulation du produit, finalement, elle a des limites en cela. Voilà, donc merci et à tout à l'heure pour la suite. N'hésitez pas si vous avez des questions.